35 degrés à l'ombre, chaleur humide, idéale pour la culture de la banane. En 1904, la ligne de chemin de fer qui dessert les bananeraies du sud du Guatemala est exploitée par la compagnie United Fruit. Le pays donne son nom alors à l'expression République bananière. Juin 1952, le président Jacobo Arbenz s'oppose à l'United Fruit en lui refusant de nouvelles concessions et en promulguant une réforme agraire. Le Guatemala devient un exemple dangereux pour l'ordre économique américain en Amérique centrale. Juin 1954, United Fruit, avec l'aide de la CIA, organise un coup d'État. Le président Arbenz est renversé, la réforme agraire est annulée, la compagnie américaine récupère ses terres. Aujourd'hui, le train relie toujours la mer des Caraïbes à la capitale du pays, en longeant la frontière du Honduras. Et les Guatémaltèques ont pris en main la culture de la banane. Leur seul problème avec leurs voisins d'Amérique centrale, c'est l'exportation vers la communauté économique européenne qui a passé des accords privilégiés avec les pays d'Afrique. Malgré leur bonne humeur, les ouvriers de l'usine de conditionnement sont inquiets pour leur avenir. La bananeraie, qui s'étend sur 1000 hectares, ne leur offre plus que 2 jours de travail par semaine. Perdus parmi les plantations, à une dizaine de mètres seulement de la voie, les restes d'une vieille cité maya ont traversé le temps. Quirigua, aujourd'hui soigneusement entretenu, est très proche, de par sa distance, son architecture et son style, de la ville maya de Copan, située de l'autre côté de la frontière, au Honduras. Beaucoup plus éloignée de la grande cité de Tikal, au nord du Guatemala, elle n'en a pas moins eu des liens étroits avec cette dernière. L'édification de Quirigua serait en effet le résultat de fiançailles entre une jeune princesse de Tikal et d'un jeune prince de Copan vers le 7e siècle après Jésus-Christ. Par cette alliance, deux familles construisaient ainsi une cité se situant sur la route commerciale du rio Motagua, que les marchands remontaient venant de la mer des Caraïbes depuis la péninsule du Yucatan. À l'évidence, Quirigua souffrait de l'hégémonie de Copan, et environ 100 ans après sa création, au 8e siècle, sous l'action de son gouverneur Cahuaxiel, que l'une des stèles de la cité représente, elle tenta de se libérer de sa tutelle, en engageant une guerre contre sa voisine. La bataille vit la défaite de Copan et la capture de son célèbre gouverneur 18 Lapin, dont la représentation sur la place de la ville se trouve également sur une stèle. Ramené et retenu prisonnier à Quirigua, une inscription indique qu'il y fut exécuté en 738 après Jésus-Christ, tandis que Cahuaxiel continua à régner jusqu'en 784. Si la hauteur des stèles sont le témoignage de l'influence des personnages à Quirigua, nul doute que Cahuaxiel fut considéré comme un grand gouverneur, comme le montrent les deux stèles de la place centrale le représentant. L'une fait 10,67 m et 65 tonnes. L'autre, bien qu'un peu plus petite, fait partie aussi des plus grandes stèles érigées connues de toutes les anciennes cités mayas. Sur le site de Quirigua, l'on a recensé 8 zoomorphes ou autels, en plus des 9 stèles sculptées à visage humain, représentant certainement les différents gouverneurs de la ville. Sur chacun des monuments sont gravés des glyphes comptabilisant des dates. La plus ancienne de celles-ci mentionne l'an 725 après Jésus-Christ, la dernière l'an 805. Le plus étonnant reste la diversité du style d'écriture. Le système traditionnel de compte, fait de points et de barres, est remplacé sur les stèles les plus raffinées par des personnages symbolisant des chiffres et des jours. Pour les anciens Mayas, le temps était une succession de cycles.
La fin et le début d'un cycle important symbolisaient un changement. Le Baktoun, de 144 000 jours ou 400 ans, était un cycle important. Associé au nombre symbolique 13, cela ne pouvait représenter qu'un grand événement de l'avenir. La seule stèle connue marquant cette date du futur est à Quirigua et viendra à échéance le 21 décembre 2012. Si les visages des stèles restent muets sur l'abandon de la ville de Quirigua, au IXe siècle de notre ère, une autre énigme se pose. À 300 km de Quirigua, à 100 km au sud-ouest de la capitale, avec la découverte près des villes de Santa Lucia et la Democracia, dans la région d'Escuintla, de la plus vieille date maya, mentionnant 7 Baktoum, correspondant au IVe siècle avant Jésus-Christ. La stèle qui porte cette inscription est aujourd'hui regroupée avec d'autres vestiges dans un enclos, près d'une usine de canne à sucre, car ces blocs de pierre sculptées ont été trouvés éparpillés dans une région où s'étendent à présent des champs. Le curieux de ces vestiges, c'est leur ressemblance, pour certains, avec l'art olmèque et mexicain. Certains blocs de plusieurs tonnes, n'ayant pu être déplacés, trônent encore à leur place. Sur l'un de ceux-ci, un haut dignitaire, debout, semble engagé dans une conversation avec un personnage d'un rang inférieur. L'essentiel des découvertes archéologiques se fit avec le développement de la culture de la canne à sucre. Dans le village de la Democracia, c'est la place centrale qui sert de lieu d'exposition pour les découvertes faites sur le site proche de Monte Alto. Il est ainsi possible d'admirer plusieurs têtes sculptées dans d'énormes blocs de basalte, sculptures qui font penser à l'art olmèque, qui se développa de 1200 à 400 ans avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, toute la région se consacre à la culture de la canne à sucre. Et il est difficile d'échapper aux balais incessants dans un nuage de poussière des camions qui font la navette entre les champs et les usines de raffinage. Sur les différents parcours, nombreuses sont les tiges de canne, perdues puis écrasées, délivrant une légère odeur parfumée. Après le café, le coton et la banane, le sucre représente une des richesses du pays, qui se classe parmi les 20 premiers producteurs mondiaux. Changement de décor.
nous quittons la poussière de canne à sucre pour la fumée d'encens, en ce jour de 3e dimanche de Carême. Le spectacle que vous voyez, où participent plusieurs centaines de figurants, pour illustrer la passion du Christ, se déroule dans la ville qui faillit devenir la capitale du Guatemala. Les Romains ne sont pas absents de la procession. Dans ce pays, l'Église a compris que les Guatémaltèques d'origine espagnole et les Mayas aimaient les mythes et le théâtral. La religion catholique leur en fournit. Croyants ou pas, le spectacle, haut en couleur, ne peut que plaire ou surprendre. Le soir venu, ce sont des milliers de personnes qui se pressent sur la place centrale d'Antigua pour admirer le passage de la procession. À présent, les catafalques surmontés de leur statue sainte sont éclairés grâce à l'assistance de groupes électrogènes. Au petit matin, lorsque la ville a retrouvé son calme, nous constatons que cette dernière est entourée de volcans, dont certains sont en activité. Avec ses maisons bourgeoises, Antigua, considérée comme la plus belle ville du Guatemala, a perdu toutes ses chances d'être la capitale du pays en 1973, lorsqu'un fort tremblement de terre la détruisit en partie. Aujourd'hui, la plupart des monuments témoignent toujours des tremblements qui l'ont transformée en ville-musée. En premier, la cathédrale Saint-Jacques, qui plusieurs fois détruite par des secousses au XVIe et XVIIe siècle, fut rebâtie sur de nouvelles bases en 1669. Mais à peine achevée, en 1680, alors qu'elle venait d'être élevée en 1743 au rang de cathédrale métropolitaine, un nouveau tremblement de terre, celui de 1773,
fit tomber le dôme central, haut de 21 mètres. Les clochers tombèrent à leur tour au milieu du XIXe siècle. Depuis le dernier séisme de 1976, les travaux de restauration ont repris. Et dans l'attente de l'achèvement de ceux-ci, les offices se font dans une aile abritant l'une des deux chapelles de la cathédrale. Dans la ville d'Antigua, la foi semble encore plus forte qu'ailleurs. Les habitants s'enorgueillissent de vénérer un saint homme dans l'église San Francisco, où nous allons nous rendre. L'église de San Francisco est dédiée à saint François d'Assise, mais les Guatémaltèques viennent prier devant l'ancien tombeau du frère Pedro de Betrancourt, à qui l'on attribue de nombreux miracles, comme en témoignent les plaques, lettres et autres photos accrochées au mur. Tous ces ex-voto sont là pour matérialiser la croyance et l'espoir. Hermano Pedro, venu dans le Nouveau Monde pour le plaisir de la découverte, se sentit bientôt une vocation religieuse, en soulageant la souffrance des Indiens. Crédité de guérisons miraculeuses, il fut enterré en 1667 dans l'église. Depuis, son nouveau tombeau voit se succéder des centaines de fidèles du Guatemala et d'ailleurs. Face à la souffrance et la destruction, l'appel à des forces supérieures a toujours été la réponse des habitants de cette ville. Comme le montre encore le blason qui orne le mur de l'ancienne prison, où nous pouvons voir Saint-Jacques à cheval, survolant les 3 volcans d'Antigua dont le Fuego en pleine éruption. Rien d'étonnant alors de comptabiliser plus de 30 édifices religieux pour cette ville de 30 000 habitants, avec tous les styles, comme la façade churrigueresque de l'église Merced, baroque espagnol du début du XVIIIe siècle. Église qui fut l'une des rares à résister en partie au tremblement de terre de 1773. Juxtaposé à l'église, le cloître, guère épargné dans sa partie supérieure, qui est à ciel ouvert, offrant ainsi une belle vue sur les environs. Parmi les édifices religieux, il y a bien sûr de nombreux couvents, comme celui de Santa Catalina, dont aujourd'hui il ne reste plus que l'arche. Plus loin, bien que très endommagé, subsistent les restes du couvent des Capucines, libre d'accès aux visiteurs depuis son abandon en 1773. Destiné à recevoir 33 nonnes, le couvent et son église furent inaugurés 37 ans avant leur destruction. Les Capucines étaient le 5e ordre féminin à venir s'installer à Antigua.
En passant du couvent à l'église, on mesure mieux l'état du dôme. Et ce, malgré quelques restaurations. Notre visite de la ville nous mène tout naturellement vers le musée colonial. Longtemps, ces murs abritèrent l'université San Carlos, jusqu'au tremblement de terre de 1751. Puis les tremblements de terre successifs firent de cette ex-université une école de grammaire, avant d'accueillir en 1937 tous les objets rappelant l'époque coloniale espagnole. Ainsi, en déambulant dans les différentes salles, il est possible d'y admirer tableaux et statues de bois sculptés du XVIIe et XVIIIe siècle. Nous pouvons y apercevoir aussi une vieille calèche abritée sous les voûtes du cloître d'inspiration mauresque. Notre dernière visite d'Antigua sera pour la Casa Pope Noé, maison typique coloniale espagnole du XVIIe siècle. Elle fut construite en 1636 par Don Luis de las Infantas Mendozas y Benegas. Détruite elle aussi par les tremblements de terre successifs qui ravagèrent la ville, elle a été restaurée en 1931 dans son lustre d'antan avec son mobilier d'époque. Cette demeure est aujourd'hui toujours habitée. Seule, une partie est ouverte quelques heures à des visiteurs, permettant ainsi d'admirer un véritable musée, laissant entrevoir la vie d'une époque. Curieux est de voir trôner dans cette maison le portrait de Simon Bolivar qui libéra la Nouvelle-Grenade et le Venezuela de la domination espagnole. C'est dans cette demeure que Bernal Díaz del Castillo de Pope Noé écrivit sans doute son histoire véridique de la conquête de la Nouvelle-Espagne. La ville d'Antigua, riche et touristique, n'est pas représentative du Guatemala. Il suffit de sauter dans l'un des nombreux bus qui sillonnent le pays pour découvrir à moins de 50 km dans la chaîne volcanique, à plus de 2000 mètres, de nombreux villages d'Indiens. À Tecpan, nous sommes jeudi, jour de marché, pour les Indiens Maya Cachiquel de la région. Vendeurs et acheteurs, dans leurs vêtements multicolores, se retrouvent 2 fois par semaine pour marchander leurs produits dans ce gros village de 6000 habitants.
installée à 2286 mètres d'altitude. Compte tenu de l'altitude, malgré le soleil brûlant, les matins sont encore frais en ce début mars. Et ce qui étonne dans cette région, ce sont les étalages de fruits exotiques. Il est nécessaire de rappeler que la région volcanique du Guatemala est une exception climatique dans un pays tropical 5 fois plus petit que la France. Si les fruits et légumes de toutes sortes abondent sur les étalages, la consommation de viande reine dans tout le pays, c'est le poulet. Le slogan le plus répandu est « Pollo Rey », ce qui signifie « poulet roi ». La vente des œufs est bien sûr en rapport avec la consommation des poulets. Hormis l'alimentation, se trouve un secteur réservé aux vêtements traditionnels qui porte le nom de huipiles et dont les motifs et les coloris varient selon les coutumes ou l'appartenance à des villages différents. Le monument central, en passant du plus petit au plus grand village, reste l'église, édifiée le plus souvent lors de la conquête, puis de la colonisation espagnole. Les Mayas, avides de spirituel, viennent s'y recueillir pour alléger leurs problèmes. Les anciens Mayas avaient un panthéon de dieux et la religion catholique a dû s'adapter en exposant dans ses églises une multitude de saints et de martyrs. Une bonne heure est nécessaire pour la plupart des commerçants pour ranger les invendus et démonter leur échoppe ou leur étalage. Et dès 16 heures, les premiers commencent, car à 18 heures, une demi-heure avant le coucher du soleil, la place du village doit être totalement évacuée. C'est alors qu'arrivent de partout, progressivement, comme alertés, les chiens. Errant parmi les détritus, ils cherchent leur pitance.
Pour les Indiens venus des environs, l'heure du retour a sonné et le trafic des bus bondés commence. Pour notre part, nous ne partirons pas avant d'avoir visité l'ancienne capitale des Mayas Cachiquel. Construite en 1470 pour se défendre de leurs voisins les Mayas Quichés, elle servit de camp aux Espagnols, avec qui les Cachiquel avaient fait alliance pour défaire les Quichés en 1524. Aujourd'hui, c'est parmi des ruines étrangement calmes et vides de tout visiteur qu'il est possible de se promener. Mais revenons à l'histoire. Après leur victoire sur leurs voisins quichés, les Cachiquel considérèrent le chef des troupes espagnoles, Alvarado, comme un dieu. Mais l'harmonie entre les deux peuples ne fut que de courte durée. Les Cachiquel durent subir très vite l'oppression des conquistadors et se réfugier dans les montagnes. 2 ans après leur alliance, en 1526, les Indiens virent leur ville rasée par les Espagnols. Étrange aujourd'hui d'errer dans ce qui fut une grande ville religieuse, alors que le site n'est plus que balayé par le vent à la senteur de pin. À notre tour, sur les traces du passé, nous allons rendre visite aux ennemis de l'époque, les Mayas Quichés, à 80 km à l'ouest. Là encore, nous avons choisi un jour de marché pour mieux faire connaissance avec la vie de ces Indiens. Premier constat, malgré les rayons du soleil, la température matinale ne s'est pas réchauffée. Au contraire, car nous avons gagné en altitude et sommes à présent à plus de 2600 mètres. La première activité est donc parallèlement à l'installation des étalages consacrés à la préparation de soupes et de boissons chaudes que vendeurs et acheteurs viennent déguster. Dans ce village de 3500 habitants,
il n'y a guère de rues ou ruelles qui ne soient pas occupées à la vente de produits de toutes sortes. No hay ganas de comer, tiene galletas, tiene ardores, tiene inflamación, le digo amigo, le arde el estómago, mire. Tiene cólico, tiene bilis, tiene ardores, tiene empallas, tiene sudas, tiene cólico, mire, se levanta con la boca, madre, mire. Bien sûr, les fruits et légumes représentent la plus grosse activité. Et comme dans le marché du village précédent, les fruits exotiques s'étalent à profusion. Justo para ella que le traen fotos, Acá está la caja de agua capuatera. Agua capuatera, agua capuatera. Uy, ¿qué lata? Un caso, Pedro. ¿Querés grande y querés dos? ¿Qué tal? Hors des circuits touristiques, les Indiens se préoccupent guère de la caméra. Certaines même se réjouissent d'être prises en photo. Au sommet du village, sur une grande place, se tient la foire aux bestiaux. Les plus bruyants, comme toujours, ce sont les cochons. Mais il faut dire que de curieuses pratiques s'exercent ces derniers. Apparemment, afin de détecter une maladie dont ils seraient porteurs, les Indiens leur passent un bâton dans la gueule pour leur tirer la langue, ce qu'à l'évidence, ils ne semblent guère apprécier. La vente des dindons, animal originaire d'Amérique centrale, est beaucoup plus paisible. Les bovins et ovins sont peu nombreux, mais semblent particulièrement soignés. De retour dans le marché traditionnel, nous prenons plaisir à nous mêler aux acheteurs déambulant dans les rues. Nous constatons que les femmes mayas portent leurs achats en équilibre sur la tête et avec grâce. Les hommes, et même les jeunes garçons, utilisent également la tête pour transporter des charges, mais ils ont recours à un bandeau enserré autour du front. Tout naturellement, des ruelles réservées aux grainetiers voient se succéder des sacs de maïs, symbole des anciens Mayas et de leur civilisation, car ce sont eux qui domestiquèrent cette céréale pour en faire 3 variétés, le blanc, le jaune et le noir. Il est difficile, en voyant ces Indiens paisibles,
de penser qu'ils représentent 65% de la population du Guatemala, n'ont aucun pouvoir et que bon nombre d'entre eux luttent contre le régime central et les militaires depuis plus de 30 ans, avec comme conséquence plus de 100 000 morts et plus de 40 000 blessés. Le soleil déclinant, commencent à apparaître les porteurs, le front ceint d'un bandeau, transportant d'énormes et pesantes charges, certaines excédant les 100 kilos. Après les marchandises, ce sont au tour de lourdes tables de bois massif à être emportées. Progressivement, la place de l'église se vide. Puis, dans l'attente du vendredi prochain, jour de marché, certains regagnent à pied leur demeure. Tandis que d'autres retrouvent les bus pour rejoindre leur village. Nous aussi nous partons et poursuivons notre voyage en nous rendant à Rabinal, situé à 150 km au nord de la capitale. Fondé en 1537, ce village qui s'élève au fond d'une vallée, à un peu moins de 1000 mètres d'altitude, voit tous les ans, fin janvier, se dérouler sa feria. La fête, qui se déroule sur 5 jours, va nous donner l'occasion de découvrir quelques coutumes des Indiens Rabinal. Tout commence par un défilé peu traditionnel avec ces jeunes filles du collège local habillées en majorette et accompagnées de la fanfare. Le parvis de l'église qui domine la place du marché est le rendez-vous d'un classique défilé de chars et l'occasion d'admirer la Miss guatémaltèque locale et ses 2 dauphines. Del Ejército Nacional
Mais dans une région où la guerriera est active, quelques militaires ont été déployés aux abords de la place et derrière les sièges des officiels. Puis arrive un autre char, sur lequel se tient la Miss indienne au sommet d'une pyramide maya. Les Indiens étant majoritaires, impossible de les oublier, mais l'on marque la différence. De nuestra Ali Ahau, señorita Paulina Primera. Privilège. Pour l'ouverture de la fiesta, elle ira rejoindre les officiels sur le parvis de l'église. Para muchos buenos guatemaltecos, ya que tenemos una descendencia de señorío. La feria inaugurée et les officiels partis, nous pouvons à présent retrouver la vie traditionnelle des Indiens et de leur instrument de musique préféré, le marimba. Notre premier intérêt se porte bien évidemment sur la place du marché. Le parvis de l'église rendu aux commerçants voit s'étaler au pied de ces marches des meules de pierre pour réduire en poudre le maïs, servant à la confection des galettes de pain appelées tortillas. La nourriture des Indiens est diverse, mais ils font une grosse consommation de frijoles, haricots noirs, servis le plus souvent écrasés en purée, en accompagnement généralement d'une carne guisada, pot-au-feu locale, de poulet frit ou en sauce. Les fruits tropicaux, bien sûr, font partie de l'alimentation de base des Mayas. Ils sont également vendus à l'unité. Ainsi, la banane ou l'orange coûte 15 centimes, l'avocat 30 centimes, le melon 1 franc et l'ananas d'environ 3 kilos 4 francs. Comme dans tous les villages, les Indiennes se distinguent par leurs costumes et le choix des couleurs et des motifs de leurs huipiles. Les Indiens semblent passer leur temps à boire et à manger. Il faut dire que les plats consistants ne sont jamais très copieux. Ils se nourrissent, semble-t-il, au gré de leur humeur ou de leur gourmandise. Que no sea de eso. Certains livrent à domicile, en proposant pour 1 franc le verre de lait de leur chèvre. La feria annuelle est aussi l'occasion d'une foire à bestiaux, dans les ruelles entourant la place centrale. Certains animaux viennent de très loin,
par camion, dans l'espoir d'être vendus. C'est pour certains la possibilité de faire l'acquisition d'un cheval, après l'avoir testé, devant des regards attentifs et parfois amusés. Beaucoup de jeunes veaux sont à vendre, plus rares des taureaux, mais quelques beaux spécimens. Pour les fêtes, les Indiens utilisent un système d'avertissement très particulier. Lorsqu'un événement se prépare, ils font sauter des pétards sur le lieu de rassemblement pour en avertir la population. En l'occurrence, l'événement est d'importance. Il concerne la préparation d'une cérémonie religieuse visant à attirer les bienfaits du ciel sur, entre autres, les récoltes de l'année à venir. Ainsi, il est fait appel à deux saints, Pierre et Paul, chacun entouré d'un portique fait de tissu et de papier doré. Les préparatifs se font sur des airs de marimbas. C'est aussi pour les hommes l'occasion d'absorber une bonne quantité d'alcool. Après qu'un certain nombre d'Indiens ait glissé de l'argent entre les doigts du saint, la procession peut débuter à travers les ruelles de la ville. Des hommes munis de longues perches sont chargés de faire passer le portique sous les fils électriques qui surplombent le passage. La procession arrive enfin dans une autre cour, où l'attend le second saint. Aux alentours, il est proposé à ceux qui le désirent des offrandes de nourriture. Des hommes déguisés et masqués commencent alors des danses, dont la patska. C'est l'occasion d'invoquer les cieux pour de bonnes récoltes. Ay, kahul.
La cérémonie arrive alors à son paroxysme. 5 heures, après son début dans une petite cour et quelques Indiens, c'est à présent tous les habitants de Rabinal, ou presque, qui suivent la procession des deux saints à travers les ruelles du village, vers la place centrale et l'église. Incroyable la foule, des centaines, voire des milliers, se pressent devant la porte de la petite église provisoire de la place centrale, la grande église étant en cours de restauration. Puis la question se pose, que vont devenir les deux saints et leur portique géant ? La réponse ne tarde pas à venir, au millimètre, l'un après l'autre. Nous les voyons passer par le porche de l'église. Étonnant le spectacle. Lorsque nous voyons la ferveur de ces Indiens mayas d'aujourd'hui, comment ne pas imaginer les cérémonies des anciens mayas faits de plumes et autres parures. Il est temps pour nous de nous rendre à présent dans le nord du pays, dans les anciennes cités mayas perdues dans la forêt tropicale. Et tout d'abord Tikal, la plus grande, dissimulée dans les brumes matinales à 300 km de Rabinal. Nous sommes dans la forêt du Péten, foisonnante de vie, où la température oscille entre 30 et 40 degrés selon la saison. Plusieurs grandes pyramides dominent la forêt, de leur taille. La plus haute s'élève à 65 mètres. La ville a atteint sa pleine prospérité au 8e siècle de notre ère, avec une population avoisinant les 100 000 personnes. Aujourd'hui, elle est rendue à la forêt, aux singes, aux coatis et aux oiseaux. Les différentes familles de princes, rois ou gouverneurs qui se succédèrent à Tikal
fondèrent de nouvelles villes jusqu'à plus de 200 kilomètres, et surtout dans une région de la forêt qui n'est pas finie d'être explorée, et qui se situe autour du village actuel de Sayache, que nous allons rejoindre. Le petit village de Sayache est le point de départ vers de nombreux sites mayas perdus dans la forêt. Pour accéder à ces derniers, il faut soit monter, soit descendre le Rio de la Pasión, pour terminer à pied à travers la jungle. Notre premier objectif concerne un site situé à 2h30, en utilisant une pirogue rapide. Pour l'avoir déjà visité, je sais qu'il n'offre pas un grand intérêt, mais il permet de se plonger dans l'ambiance et de contempler le paysage et les oiseaux. Nous débarquons près du site Altar des Sacrificios, dont il ne reste que quelques vestiges enfouis dans la forêt et sous la protection illusoire face à d'éventuels pillards d'un homme, de sa femme et de ses 7 enfants. Les stèles sans protection contre les intempéries se dégradent avec le temps. Malgré cela, compte tenu de sa situation géographique, la ville qui se trouvait à cet emplacement peut être datée du 7e et 8e siècle de notre ère. Pour apercevoir la base d'un temple et quelques marches, il est nécessaire à notre guide occasionnel d'utiliser sa machette. Et pour découvrir sur une stèle brisée le vague profil d'un personnage, pas d'autre solution que de la dégager à la main. Là, c'est complètement envahi par la terre, les racines, puis la végétation. La visite n'aurait été que de courte durée, mais je sais que ce n'est que le début de la découverte de plusieurs sites plus difficiles d'accès. Dans l'immédiat, c'est le retour vers Sayache, village depuis lequel j'ai déjà déterminé la suite du voyage. Ainsi, nous devrions atteindre, sauf imprévu, le site d'Aguateca, situé au sud, puis pénétrer à pied dans la forêt pour atteindre successivement les sites de El Duende, Dos Pilas et Arroyo de Piedra. Reste à surveiller le temps, car malgré que nous sommes durant la saison sèche, de violentes pluies s'abattent sur la région, rendant difficile toute marche dans la jungle. Le jour du départ, le temps est couvert. Mais le piroguier, David, est optimiste. Il connaît la région et me servira de guide. La lancha rapide ne permet pas d'attarder notre regard sur les rives, où se cachent bon nombre d'animaux. En revanche, son bruit provoque l'envol de toute une variété d'oiseaux qui viennent pêcher dans le rio.
Alors que nous approchons du site et commençons à réduire notre vitesse, nous allons surprendre un animal qu'il est très rare d'apercevoir. Cela va être très rapide, observez bien. C'est un alligator, immergé dans la rivière. Cet animal, jadis était très répandu, mais sa chasse et le recul de la forêt l'ont presque fait disparaître aujourd'hui. J'arrive dans ce site Maya pour la seconde fois. Ma première visite remonte à moins de 2 ans, et je suis loin de m'attendre à ce que je vais découvrir. L'incroyable est devant mes yeux. Une stèle a été découpée à la tronçonneuse. La partie droite en janvier 93, la partie gauche en août de la même année. Nous pouvons comparer avec les images tournées moins de 2 ans plus tôt. Ce vol scandaleux et destructeur est l'œuvre de 3 hommes masqués, armés de fusils à pompe, agissant pour le compte de riches collectionneurs étrangers. Et la partie qui a été volée fait 80 cm sur 45 cm. Les stèles de ce site indiquent toutes des dates se rapportant au 8e siècle. Et nous allons pouvoir constater que cette époque semble correspondre à une période de guerre entre les villes de la région. Pour preuve, le bas de certaines stèles, montrant à l'évidence un prisonnier. Il y a 3 fragments de stèles donc, que nous avons aperçus. Et sur celui-ci, il y a un personnage qui semble être prisonnier parce qu'ici on a un pied, comme ça. L'autre jambe ici avec le pied. Là on a la cuisse, l'autre cuisse. Et ici on a une corde. Donc ce qui laisse supposer qu'il est attaché par les genoux. Ici se situe le bassin, la ceinture avec le ventre. Ici il semble qu'on ait un morceau de bras et on en a un autre ici replié. Et avec de nouveau une corde, ce qui laisse supposer qu'il est également attaché par les bras. Donc l'ensemble, de toute évidence, est un prisonnier. Le talent des sculpteurs lui restait intact. Sur une stèle, nous pouvons ainsi voir un très beau collier représentant un hara, un oiseau très répandu à l'époque. De nos jours, le hara est beaucoup plus difficile à voir, libre dans la forêt. Cet oiseau sculpté orne le cou du roi jaguar, et les glyphes qui surmontent la tête du personnage semblent indiquer la seconde moitié du 8e siècle de notre ère. Por aquí está el árbol del perfume. Ah si. Pero más pequeño. Ah si. Este es el único. Pero muy poco. Les anciens Mayas utilisaient son écorce pour se parfumer et cicatriser les plaies. Gracias. Si l'arbre à parfum est sauvé, la forêt n'en continue pas moins à disparaître. Ce paysan mettra environ un quart d'heure pour abattre ce géant à la hache. Le but, faire un nouveau champ de haricots, comme celui que nous traversons juste à côté. Après avoir franchi des fougères géantes, puis des hautes herbes, nous allons affronter la forêt durant 4 heures, afin d'atteindre les sites mayas que nous voulons découvrir. La marche se révèle être vite pénible sur un sol rendu marécageux par les pluies. De plus,
L'humidité et la chaleur épuisent les organismes. Les vêtements collent à la peau et les moustiques nous assaillent. David s'arrête un moment pour observer un singe. Une surprise, une empreinte fraîche de pattes de jaguar. Ils sont encore quelques-uns dans la jungle. La forêt, c'est le royaume du végétal et de l'animal, du plus gros au plus petit, telle cette chenille hérissée de piquant. Mimétisme avec ce tronc d'arbre. Le vent, par instant, semble donner vie à des branches. Pour le non-initié, les plantes peuvent rassurer ou inquiéter. Comment savoir, par exemple, si un fruit généreusement offert par la nature est comestible ou pas? Après 4 heures de marche, nous rencontrons nos premiers hostels. Alors là, sur cette stèle, on peut voir donc une introduction de glyphes. Alors, on dirait Caban, mais je ne suis pas sûr. Par contre, là, on a 9 Bactoun. Dans le bas de la stèle, on a ici un personnage qui a les mains attachées, un prisonnier. Ici, on a la tête. Ici, on a la coiffure. Ici, on a le dos avec une espèce de vêtement en corde qui revient sur le dessus. Ici, c'est sa ceinture. Là, c'est ses fesses, sa cuisse et son pied. Ici, il y a un autre ici. Et il est encore attaché ici. Ça, c'est un prisonnier. Cette stèle, datée de l'an 711 avec ce nouveau prisonnier, confirme les guerres que se livraient les Mayas dans cette région. Moustikos. La seconde stèle nous montre un personnage richement vêtu, avec un masque sur le visage. Un dessin le reproduisant permet de mieux le détailler, surmonté de sa coiffure de plumes. La date glyphique, sculptée sur le haut de la stèle, indique le 1er mars 721. David s'arrête. Il a trouvé un cacaoyer. Les anciens Mayas en faisaient une boisson qu'ils offraient aux dieux. Nous le dégustons sous le nom de chocolat. Bueno, Métale duro así. Pégale mejor. Ah. Es bueno? Nous atteignons le campement de Dos Pilas, élevé en pleine jungle. C'est là que nous passerons la nuit. Une nouvelle journée commence.
avec la visite des ruines de Dos Pilas près du campement. Là encore, des pyramides transformées en tumulus, englouties par la forêt, et des stèles pour la plupart brisées. La plus belle des stèles montre encore à sa base un roi prisonnier, le roi de Ceibal. Ça, c'est le roi de Ceibal. El rey del Sí. Ceibal. Au-dessus se dresse en costume d'apparat le roi jaguar, que nous avons déjà rencontré, portant en collier un ara. Ici, l'oiseau est une chouette. Gobernante 3, garras de jaguar. Donc ça serait le roi jaguar. On le retrouve à Aguateca. Sur ce dessin, nous voyons mieux la chouette surmontée d'une tête de mort, qui orne le buste du personnage. Nous avons une introduction de glyphes. Nous avons de nouveau 9 ballons. Passionné par le Nous décryptement avons de 15 chaque date, catoons. je calcule Nous que avons celle-ci 4 correspond au 26 décembre 735. Nous avons 6 Yunal. Tout laisse penser que les rois de Dos Pilas souhaitaient imposer leur autorité sur l'ensemble de la région, pour des raisons d'ambition personnelle, dynastique et commerciale. La ville partage une particularité avec les cités de Copan, un escalier glyphique. Lui aussi témoigne des rivalités. Les inscriptions montrent une concurrence entre Dos Pilas et Tikal. Certains archéologues pensent que des guerres ritualisées entre cités se transformèrent en guerres généralisées et massacres. Vers la fin du 8e siècle, Dos Pilas aurait pu être assiégé, car un mur de défense semble avoir été dressé autour de la place centrale. Une stèle, avec encore des traces de peinture, montre le profil d'un roi avec sa coiffe. Donc c'est à peu près, on a fait à peu près le tour du site de Dos Pilas. Voilà. La marche harassante dans la forêt reprend, pour découvrir la 3e ville en ruine. Des singes, des attelles, se promènent au-dessus de nous, dans les branches, peu dérangées par notre passage. Même lorsque nous ne voyons pas d'animaux, la forêt semble vivante, avec le vent qui fait crisser le feuillage et tomber les branches et les feuilles mortes. Parfois, il arrive même d'entendre un arbre tomber. Une case de gardiens perdus dans la jungle, Arroyo des Piedras. Nous sommes arrivés. Comme dans les autres cités, les pyramides transformées en tumulus sont recouvertes par les arbres. Seules quelques stèles ont résisté au climat, mais elles sont souvent très érodées.
Il est toutefois facile de lire la date de celle-ci, correspondant au 10 mai 613. Tout autour de la place centrale, nous pouvons voir des tumulus, qui furent jadis d'imposantes pyramides. La stèle du centre a à peu près 4,50 m de long sur 1,50 m de large. La stèle, brisée en 3 parties, nous montre un visage de roi parfaitement conservé. La partie glyphique supérieure est également en parfait état. Donc cette stèle date à peu près de 700 ans après Jésus-Christ à quelque chose près, à 10 ans près dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Nous achevons ici notre découverte de ces anciennes cités mayas et entamons notre retour. Mais je note une chose, c'est qu'aucune date n'est sculptée après le 8e siècle. En conséquence, il est probable qu'elles furent abandonnées vers cette période, et tout laisse à penser que les guerres entre clans rivaux en furent la cause. Mais la civilisation maya survécut, entre autres dans le sud du Guatemala, et les Indiens d'aujourd'hui en sont les vivants témoins, loin de la jungle. À 2500 mètres, dans la chaîne volcanique au sud, les nuits sont encore fraîches en mars, et les Indiens ramènent du bois au village. Naguala, 2500 habitants. Petit village, mais grande église. Le soleil est levé depuis peu. La campagne est calme. Pourtant, à Naguala, comme tous les dimanches, c'est le grand jour. Le jour du marché. Les premiers sont arrivés dès 5 heures du matin. Il est 7 heures, il en arrive toujours. Les militaires aussi sont là. Du haut de l'église, nous apprécions mieux l'étendue d'une partie du marché. À Naguala, certains hommes s'habillent encore en jupette, costume régional. Ainsi, les femmes ne sont pas les seules à conserver le port du vêtement traditionnel. Ce marché va nous permettre de rappeler
tout ce qui nous vient des anciens Mayas dans le domaine alimentaire. Tout d'abord, le maïs, noir, jaune et blanc, les haricots blancs et noirs, les haricots verts, les tomates, la vanille, le cacao, le chewing-gum et le dindon. Encore un rappel, les Mayas représentent 65% de la population au Guatemala et n'ont aucun pouvoir dans leur pays. Ils sont en guerre depuis plus de 30 ans et le prix Nobel de la paix de l'indienne Maya Rigoberta Menchú en 1992 n'a rien changé sur leurs conditions. Seule bonne nouvelle, un accord de paix aurait été signé le 30 mars de cette année entre les guerrilleros et le gouvernement en place. Mais il faudra voir. L'élite de la civilisation maya a été décimée lors de la conquête espagnole. Réprimée pour leurs croyances, l'Église romaine a imposé sa foi. Mais les Indiens ont su s'adapter. À leur panthéon de dieux, les Indiens mayas ont substitué les saints catholiques. Le clergé n'a plus que fermer les yeux. Le prêtre dit la messe en maya et les anciens temples sont devenus des églises. Tous les dimanches à Nahuala, il y a 3 messes et à chaque fois, l'église est pleine.